Le 12 février dernier, on pouvait lire en titre de plusieurs quotidiens que le vote blanc était enfin reconnu. Ça semblait un peu trop beau pour être vrai quand même. En effet, jusqu'à maintenant, vote blanc et vote nul étaient confondus. Aujourd'hui, ils seront comptés séparément, mais néanmoins, ces votes ne seront pas pris en compte dans les suffrages exprimés, réduisant son effet à néant. On est donc amené à se demander si cette loi, qui entrera en application à partir du 1er avril 2014, constitue réellement une avancée démocratique, aussi le nez au fond qu'un poisson d'avril. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Alors à partir du 12 février a été reconnu le vote blanc. Est-ce que vous le saviez? Alors oui, je m'étais intéressé, donc j'étais au courant que ça allait être reconnu. Non. Non, je l'apprends. Non, je n'étais pas au courant, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Car à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas forcément en accord avec les politiques d'aujourd'hui. On n'a pas forcément envie de voter, surtout on voit où ça nous mène. Et je trouve que le vote blanc devrait être considéré comme, plus comme un vote d'opinion. Absolument pas. Non, je savais pas, vous venez juste de m'informer là. Oui, tout à fait. D'autant que le 12 février, c'était mon anniversaire. Donc je trouve que c'était une très bonne nouvelle. Je trouvais que c'était important qu'on ait une autre alternative pour exprimer son opinion. Est-ce que vous aviez déjà auparavant voté blanc? Oui, tout à fait. Plusieurs fois, genre blanc ou nul, mais en mettant des mots dessus, voilà. J'ai toujours voté soit à gauche ou à droite. Parce que mon père il me prenait la tête, il faut que tu votes, c'est un devoir de citoyen, etc. Donc je me suis toujours dit, vas-y, il faut que je vote. Comme ça, on a un peu l'impression de participer un peu à la démocratie, à l'évolution du pays, tout ça. Donc voilà. J'ai toujours voté pour quelqu'un ou alors je me déplaçais pas. Ça m'est arrivé de m'abstenir, de voter blanc non, puisqu'il n'y avait pas d'utilité au vote blanc. Donc c'était plus de l'abstention que du vote blanc jusqu'à maintenant. J'ai toujours voté pour un candidat. Alors personnellement, non, parce que j'ai toujours voté. Par contre, j'ai pas mal d'amis qui, voilà, aux dernières élections, pensaient que c'était pas la peine de voter et je pense que le vote blanc est important. Est-ce que vous seriez poussé à voter blanc? Oui, alors pas sur par exemple les municipales. Moi j'habite une petite commune où il faut qu'on réagisse, donc je ne voterai pas blanc. Mais après sur d'autres élections, pourquoi pas? Ouais. Sur les européennes par exemple, bon, je n'ai pas encore regardé ce qui allait se présenter. J'en suis pas à cette échéance-là, mais pourquoi pas, oui, une façon de dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, entre guillemets, dans ce qui s'est présenté. Peut-être. Peut-être. Vu la situation actuelle, oui, peut-être. Si le blanc est reconnu, effectivement. Ça va m'encourager tant que je serai déçu par les différentes classes politiques, oui. Pour l'instant, s'il y a Hollande et quelqu'un d'autre qui me plaît pas, je pense que je vais voter nul, mais on ne sait pas encore. On attend de voir. J'ai pas été satisfait, quoi. Donc maintenant, ça fait récemment que je me suis dit qu'aux prochaines élections, je voterai blanc, quoi. Ça pourrait arriver, oui. Après, je peux tomber sur deux candidats qui me plaisent pas du tout et voter blanc. Mais il faut vraiment que les deux candidats en soi n'aient aucune idée qui m'intéresse. Ah, donc ça change rien en fait. Ah là, vous venez de m'expliquer, ça change rien. Bah ça, c'est autre chose. Parce que moi, j'ai cru que ça allait changer. C'était quoi? Genre, ceux qui votaient blanc, ils seraient, j'ai cru qu'on allait les compter, d'accord, par rapport à ça. S'il y avait plus de votants blancs, ils allaient peut-être refaire les élections, même s'il y avait un gagnant en moins. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, les deux, mais c'est pas ça. Bah, c'est ça, on fait avec. Hein. Moi, s'il n'y a pas de candidat qui m'intéresse, je voterai blanc. C'est sûr. Après, voilà, on verra. Je vois pas ça réellement comme une avancée. Et voilà, quoi. Je veux dire, il y a d'autres choses à traiter avant tout, bien sûr. Voilà. Bon, ça sera peut-être quand même une petite avancée parce que ça fera quand même une différence justement avec le vote nul et ça montrera qu'il y a des gens qui vont voter pour dire quelque chose. Que les gens se déplacent quand même pour ils expriment quelque chose, alors que ne pas se déplacer, c'est, ça peut vouloir dire plein de choses. Moi, j'ai des idées politiques. Si je vais voter blanc, c'est parce que ça m'intéresse. Et aujourd'hui, ça m'intéresse, mais ce qu'eux proposent ne m'intéresse pas. Donc que ça soit pris en compte, ouais, ça m'intéresserait parce que justement, il y a peut-être des gens derrière qui se diraient oui, il faut peut-être qu'on pense la politique différemment. Déjà, pour moi, la politique, aujourd'hui, ça devrait ni être ni droite ni gauche, quoi. Ça devrait être une politique, on va dire, revenir sur les bases même de la politique, ce que c'est, quoi. Ouais, voilà, à l'athénienne, ouais, tout à fait. En écoutant les gens, d'abord leurs attentes, et comme on fait dans les entreprises, hein, les gens, dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, on écoute les attentes des personnes et on répond avec les possibilités qu'on a à ces attentes-là. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils font, quoi. Et en fait, ils ont perdu un sens politique. Et moi, ce que j'attends en votant blanc,
Et en ce que ça soit là, c'est pas totalement reconnu, mais c'est déjà un premier pas, c'est qu'ils se disent « Ah, il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent à la politique, mais en fait, on ne fait pas bien notre boulot. » Aujourd'hui, on est dans un gouvernement socialiste, il y a de plus en plus d'écart. Il faut arrêter, ça devient n'importe quoi. Donc, moi, je comprends que les gens ne croient plus en politique et je comprends que les gens n'aillent pas voter aussi. Mais moi, je continue à aller voter parce que c'est un droit. Les gens se sont battus pour, donc j'estime qu'il faut aussi respecter ce droit-là. Vous auriez un mot à dire aux abstentionnistes ? Je ne sais pas, il y a peut-être une personne sur deux en France qui vote, par exemple pour les dernières présidentielles, même un peu moins. Donc si il y a une personne sur deux qui aujourd'hui ne vote pas, ça veut dire que ou ils ne s'intéressent pas à ça, ou ils sont comme moi déçus. Donc si on s'exprime, et si les gens qui ne votent pas vont voter en disant oui, nous ça ne correspond pas à ce qu'on attend, ouais, ils vont peut-être pouvoir les écouter. Ce que je trouve dommage, c'est que ça soit que ce soit médiatisé la politique et que ce soit même, on va dire, théâtralisé, totalement, c'est vrai, c'est le mot, où on va dire trop de blablabla et trop de people et trop de médias. Nous, ce qu'on vote aujourd'hui, moi je vote pour un programme. Je vote pas pour les gens qui mettent en place le programme, je vote pour les gens qui sont en train de présenter quelque chose. Aujourd'hui, il y en a pas un qui est pour reprendre l'autre. Ils sont tous dans la même mouvance. Et ceux qui ne sont pas dans la même mouvance, ils sont tellement, on va dire, dans des petits partis qu'on ne les écoute pas. Donc, je suis réflexologue, moi. Ouais, je fais que des massages aux pieds. Ouais. Je remets les gens les pieds sur terre. Merci beaucoup. Merci monsieur. De rien. Au revoir. Bon, eh bien, je pense qu'il est temps de se rapprocher des citoyens du vote blanc, une association qui milite depuis 3 ans pour la reconnaissance de ce vote. Alors Stéphane, satisfait par cette nouvelle loi ? C'est pas une reconnaissance qui s'est passée. La reconnaissance, elle a été exclue du texte il y a 1 an et demi par cette même commission de loi qui a fait en sorte, en première lecture, d'exclure l'idée de reconnaissance en suffrage exprimé. Donc ce qui s'est passé juste le 12 février, c'est admettre l'hypothèse de travail que ne pas être d'accord n'était pas une erreur. Ça, c'est une grande révolution. Il a fallu 20 ans, 26 propositions de loi pour qu'enfin les parlementaires réalisent ce que les Français savent depuis toujours, que ne pas être d'accord n'était pas une erreur. Donc voilà, on a juste distingué le vote blanc du vote nul, mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui encore, comme il y a 20 ans, si vous votez blanc, ça ne sert à rien. Donc la loi est une fausse loi, une loi qui n'a pas de sanction, une loi qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à tromper l'électeur. Avec une petite particularité, c'est qu'aujourd'hui, les enveloppes vides, qui jusqu'à maintenant étaient des votes nuls, ça les gens ne le savaient pas tous, maintenant une enveloppe vide va être assimilée à un vote blanc. Donc on pourra toujours glisser un bulletin blanc dans l'enveloppe, mais quoi qu'il arrive, mettre une enveloppe vide maintenant va devenir un vote blanc. Ce qui est assez paradoxal, parce que jusqu'à maintenant, on essaie d'expliquer aux gens que, attention, une enveloppe vide, c'était un vote nul, faites pas n'importe quoi. Donc, et symboliquement, enfin d'un point de vue purement philosophique, je trouve qu'il aurait été beaucoup plus fort de mettre à disposition des bulletins blancs dans les bureaux de vote, parce que c'est quand même autrement plus fort de venir avec un bulletin, de le glisser dans l'enveloppe et de dire « j'ai voté un désaccord, j'ai voté quelque chose ». Ne pas être d'accord et mettre une enveloppe vide, où est l'erreur, où est l'acte volontaire, enfin c'est complètement, philosophiquement c'est nul. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Le vote blanc doit aboutir à vraiment mettre des règles réellement démocratiques dans notre pays. Ne pas être d'accord, c'est un avis à part entière. On n'est pas condamné à être d'accord par défaut. Et à partir du moment où on n'est pas d'accord et qu'on arrive à l'exprimer, on pèse sur l'élection. On arrive à influencer les propositions politiques. Le but du jeu, c'est de rétablir un dialogue entre l'élu et son électeur. Les choix ne conviennent pas, il faut qu'on puisse le manifester et faire en sorte que les propositions évoluent. Et donc on met en place comme ça ce dialogue, et c'est la base de la démocratie, c'est le dialogue. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé de manière arbitraire par des professionnels de la politique autoproclamés et qui font en sorte de rester à cette place-là. Donc il faut pouvoir vraiment faire participer les citoyens à des décisions qui les concernent. Et ne pas être d'accord participe de cette discussion. Parce que le message du vote blanc, il est clair. C'est je participe à l'élection, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me propose. Et dire ouvertement qu'on n'est pas d'accord, c'est pas la même chose que de se taire. Voilà, ça change tout. Et je pense que le politique, il fera la différence. C'est vrai qu'un vote blanc reconnu fait baisser les scores de l'ensemble des mouvements,
y compris le Front National, qui a cristallisé pendant des années quand même cette espèce de rejet des autres. Voilà, c'est vraiment le vote sanction par excellence, le Front National. Donc il y a peut-être une volonté. Alors de moins en moins, c'est vrai, parce que je pense que Marine Le Pen a fait ce travail-là que son père n'avait pas réussi à faire. Aujourd'hui, les gens votent davantage par adhésion que ça ne l'a été. Je ne suis pas persuadé que tous les votes Front National sont des votes d'adhésion. Il y a aussi une grosse part, j'en connais des gens qui votent Front National parce qu'ils en ont marre du reste. Bon, je pense qu'ils voteraient davantage blanc si c'était possible que Front National. Je crois aussi, sans vouloir m'attribuer tous les lauriers, que depuis 3 ans qu'on agit, on arrive à faire pression sur les politiques et on arrive à leur montrer qu'il y a une vraie attente des électeurs. Plus de 2 millions de votes blancs et nuls à la présidentielle. Si le vote blanc avait été reconnu, Hollande n'aurait pas été élu. Il a eu des 48,6 au lieu des 50 et quelques qu'il a fait. Et dans les débats parlementaires, il faut juste y assister pour quand même réaliser ça. Que ce soit à l'Assemblée nationale comme au Sénat, on est cité et tous nos textes sont utilisés comme source d'analyse et de réflexion sur les débats liés au vote blanc. Ça veut dire qu'on est là, qu'on arrive à mettre la pression. Il est probable, et je veux bien le croire, qu'au bout de 20 ans, on ait réussi quand même à leur faire passer le message que ça serait important qu'ils fassent quelque chose. Alors ils ont fait un petit quelque chose qui les protège encore plus que ce n'était avant. Ils n'ont pas eu le courage finalement d'aller au bout de la chose. Mais ça veut dire que notre action porte ses fruits et qu'on va continuer. Parce que ce qu'ils ont réussi à faire là au mois de février, c'est juste prouver qu'ils avaient peur du vote blanc. Ils ont bien raison. Parce que le vote blanc porte en lui cette potentialité de ne pas les élire. Donc évidemment, ils ont raison d'en avoir peur. Donc on va continuer. Et voilà, ils ont montré qu'ils en avaient peur. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. On va continuer, on va insister, ce qu'on fera aux européennes. L'abstention, pareil, il y a un grand nombre d'abstentionnistes qui utilisent l'abstention pour dire la même chose que le vote blanc. Le problème, c'est que l'abstention ne sert absolument à rien. Au même titre que le vote blanc tel qu'il est défini dans le code électoral actuel. L'abstention, c'est juste laisser faire les autres qui vont choisir à votre place. Si vous vous abstenez, vous laissez faire ceux qui votent et le système continue à se maintenir en place. Voilà, vous n'avez pas participé. C'est une forme d'abdication. Là où je parle de piège à con, c'est qu'on donne l'illusion à ceux qui s'abstiennent parce qu'ils auront l'impression de dire quelque chose de fort en disant « je m'abstiens, je ne participe pas à cette supercherie, j'y crois pas ». Parce qu'on va afficher les chiffres de l'abstention le soir du résultat. Il y aura celui qui va être au premier tour, celui qui va être au second tour, et l'abstention est forte. Donc on aura donné l'illusion aux abstentionnistes qu'on aura parlé d'eux, que le message sera bien entendu. En fait, c'est pas vrai. L'abstention, c'est un peu tout et rien. C'est un gros sac où on a mis celui qui est parti en week-end parce qu'il y avait du soleil, celui qui est à l'hôpital parce qu'il s'est cassé la jambe la veille, celui qui a utilisé l'abstention pour dire qu'il n'était pas d'accord, celui qui n'a pas pu aller voter. Enfin voilà, il y a plein de choses dans l'abstention. On ne peut pas lui donner un sens politique. C'est pas possible. Ça regroupe trop de significations différentes. Par contre, ce qui pourrait fédérer ces abstentionnistes, c'est un vote blanc reconnu dans les suffrages, un vote blanc qui compte. Parce que ce qu'ils disent, c'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on leur fait croire que leur message est entendu, tout simplement parce qu'on en parle. Mais c'est une vraie illusion. Je rappelle qu'il y a un résultat, j'ai une anecdote avec un résultat au cantonal, en 2007-2008 peut-être, à Chalon-sur-Saône. Il faudrait retrouver, il y a un document édifiant qui dure 6 minutes sur YouTube, c'est très facile à retrouver. 95% d'abstention. C'est quand même faramineux. Et bien avec le peu de personnes qui se sont exprimées, ils ont réuni les 100% des voix nécessaires. Les candidats ont été élus, parce que l'abstention ne sert à rien. Ceux qui participent font l'élection. Donc on peut vouloir manifester une forme de réprobation, mais c'est certainement pas en abdiquant qu'on va formuler quoi que ce soit. Alors c'est vrai que moi je fais partie un petit peu, on va dire, de ces gens qui... j'ai l'impression que dans le vote blanc, il exprime uniquement un mécontentement des candidats en disant je veux pas cela, j'en veux d'autres. Ouais. Alors que l'abstention, même si je suis d'accord avec vous, c'est vrai que les causes sont multiples et on ne sait pas vraiment. Mais dans l'abstention, je vois aussi quelque chose qui est j'en ai marre de ce système politique, je ne veux pas lui donner de crédit. Et je m'en fous de changer de candidat, moi ce que je veux c'est changer... Mais on l'a aussi avec le vote blanc, c'est pas juste un rejet des mauvais choix. C'est qu'il arrive un moment où ça fait 40 ans qu'on a les mêmes mauvais choix, et que ce sont les mêmes qui portent les mêmes mauvais choix, et que ce sont les mêmes journalistes qui posent les mêmes questions aux mêmes mauvais choix. Et à un moment donné, c'est vraiment le système qui fonctionne mal. À travers le vote blanc, on pose aussi la question
du système de 500 parrainages pour la présidentielle. Quelle légitimité ont ces élus, dans la mesure où on sait que sur les 37 000 communes de France, il y a 70% d'abstention chez les élus, parce qu'ils n'ont pas envie d'être emmerdés par les pressions politiques qui leur tombent dessus. On peut poser toutes les questions sur le non-cumul de mandat, sur le statut de l'élu, sur la transparence de la vie politique, sur la légitimité de l'organisation démocratique. Ce qui nous intéresse à travers le vote blanc, c'est le contenant avant de pouvoir parler de contenu politique. Il faut mettre en place des vraies règles démocratiques dans le pays. La première de ces règles, c'est le vote blanc. On peut parler après de référendum d'initiative citoyenne, on peut parler de constituante citoyenne, on peut parler de reprise de pouvoir du peuple sur les décisions qui le concernent. Mais cette reprise de pouvoir, elle ne passe que par... on a identifié le vote blanc, parce que les politiques imposent leur pouvoir grâce à l'élection. Donc c'est à travers l'élection qu'on va pouvoir leur reprendre. C'est leur terrain de jeu. Il faut aller sur leur terrain de jeu pour leur reprendre le pouvoir. Ensuite, on pourra penser les choses différemment. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait énormément de points de divergence. Il y a un point de convergence qui est cet intérêt que nous avons tous les deux pour le vote blanc. On se connaît, où effectivement il a participé à nos rendez-vous à Paris. C'est évident qu'il a travaillé sur le vote blanc. Il est allé un peu plus loin parce que lui, il va parler de la Constitution. Évidemment que c'est un document essentiel et qu'il faut pouvoir réécrire la Constitution. Elle est totalement imparfaite, mais c'est normal. Elle a été rédigée par des professionnels qui ont rédigé un texte qui les protège, alors que c'est vrai exactement l'inverse. Il a parfaitement raison. Il va un peu plus loin parlant de tirage au sort, alors avec certaines mesures. Je ne suis pas un fan, mais pourquoi pas. On a d'ailleurs introduit le tirage au sort, nous-mêmes, dans le processus de sélection de nos têtes de liste aux européennes, à un niveau qui nous paraît acceptable, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit complètement lié au hasard, mais on a introduit cette notion de tirage au sort. Donc je pense qu'un mix entre l'élection et le tirage au sort peut être des pistes de réflexion, en tous les cas, qui sont bonnes à soumettre. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. En tous les cas, c'est des pistes de réflexion. Étienne vraiment travaille sur un document essentiel, qui est la Constitution. Et je pense que si on veut pouvoir accéder à ces résultats, si on veut pouvoir mettre en place les solutions qu'il préconise, qu'il propose en tout cas, même s'il c'est encore soumis à des discussions, il n'est pas complètement figé dans les résultats, il y a un vrai outil de transition à mettre en place entre le paradigme actuel et celui qu'il préconise, entre ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui et ce qui pourrait peut-être fonctionner si on se mettait tous autour d'une table à essayer de réfléchir à des vraies règles. Cet outil de transition, c'est le vote blanc. On est l'outil de transition entre ce qui ne fonctionne pas et ce qui pourrait peut-être fonctionner. Et voilà, on est totalement complémentaires parce que nous, on se focalise sur l'outil, sur le vote blanc, qui n'est pas un programme, qui est un outil. Ensuite, réfléchissons à des solutions comme Étienne le propose. D'autres peuvent proposer d'autres choses. Ce n'est pas à nous de déterminer, il faut que les citoyens en décident eux-mêmes. Mais en tous les cas, tout ce qu'il propose, aussi légitime soit-il, ne peut pas s'appliquer tant que ce sont les hommes au pouvoir actuellement qui auront la possibilité de dire si oui ou non il faut que ça soit mis en place. Donc il faut reprendre le pouvoir dans un premier temps pour ensuite commencer à parler d'autre chose. Voilà, on est vraiment certainement cette première marche qui vise à monter vraiment l'escalier de la démocratie. Mais ensuite, libre à tous de pouvoir proposer leurs propres solutions. On est juste l'outil, on est la courroie de transmission, c'est tout. À l'occasion d'un passage sur Paris d'Étienne Chouard, nous lui avons demandé ce qu'il pensait du vote blanc. Ils se sont contentés de le décompter, c'est-à-dire de ne plus mélanger avec les nuls, nous présentant ça comme une révolution. Enfin, la justice, ces gens sont des escrocs, littéralement des escrocs, des gens qui se foutent de nous. Il ne s'agit pas de les compter à part, il s'agit de leur donner un effet. Si on ne leur donne pas d'effet, on se fout de nous. Mais bon, on se fout de nous, c'est une habitude, c'est une occasion de plus de le vérifier. Donc ça, les convergences, je suis d'accord avec le parti du vote blanc là-dessus. Ce qui nous sépare, sur quoi je diverge, c'est que oui, le respect du vote blanc est une partie importante des institutions démocratiques ou représentatives, mais non, ça n'est pas la priorité sur laquelle nous devrions nous focaliser, et non, c'est pas en demandant ça aux élus qu'on l'obtiendra. Vous pouvez gueuler tant que vous voulez, les élus ne nous donneront jamais de quoi reprendre le pouvoir sur eux, jamais ils nous donneront le pouvoir de les foutre dehors, le pouvoir de les éjecter lors d'une élection, les élus ne nous le donneront jamais. Donc c'est pas en le demandant qu'on l'obtiendra, il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution pour l'avoir. Et deux, si on se concentre sur le vote blanc ne suffit pas
résister au capitalisme et à l'oppression des travailleurs par les riches du moment. Le vote blanc est une composante essentielle d'un régime qui vise à constater, à faire émerger la volonté générale et à la respecter. C'est une procédure qui sert à évaluer correctement la volonté générale, sincèrement, fidèlement, mais ça devrait pas être... Quand on dit c'est notre priorité, quand on s'appelle Parti du vote blanc, on dit c'est la priorité qui va nous permettre de tout changer, ça va permettre de changer tout le reste. Là, je diverge, je pense pas ça. Alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais je crois que si on arrive à obtenir le respect, le décompte et le respect du vote blanc, si tout le reste inchangé, ce qui va être le cas, ils vont juste nous faire plusieurs jeux de crapules, ils vont remettre le jeu 1 de crapules ABCD, ils vont les faire rentrer chez eux, et puis ils vont nous fourguer un jeu B de crapules A', B', C', qui... Ils ont un réservoir de crapules qui est inépuisable, donc je veux dire, il ne suffit pas de pouvoir dire rentrez chez vous pour qu'on vienne à bout de nos problèmes. Donc je pense que vraiment, la solution c'est d'écrire nous-mêmes la Constitution, et donc de nous entraîner, de faire des ateliers constituants un peu partout, pour que nous découvrions concrètement, nous faisions la preuve à nous-mêmes concrètement que oui c'est possible, nous sommes capables d'écrire une Constitution, et que c'est formidable, c'est agréable, c'est jouissif, c'est un vrai plaisir de prendre nos problèmes par ce bout-là parce qu'on se rend compte que c'est puissant. Et il faut que ce soit contagieux, il faut qu'on contamine nos voisins, nos collègues de travail, nos parents, nos enfants. Et la Constitution que nous écrirons, nous-mêmes, bien sûr, elle comptera le vote blanc et elle respectera. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'abstention? Rien du tout. Les élections, parce que ce sont des élus qui ont écrit les procédures, les élections ne comportent pas de quorum, c'est-à-dire de participation minimum qui validerait ou invaliderait, si on ne l'atteint pas, l'élection. Pas de quorum, ça veut dire qu'il suffit que le candidat qui se présente vote pour lui-même, il y a une voix et 9 millions d'abstentions, enfin X millions d'abstentions, il est élu. Il n'y a pas de quorum, il suffit d'une voix. Il n'y a pas de quorum. Donc vous pouvez vous abstenir à 80%, ils vont faire mine de s'en inquiéter, vous allez les voir au journal télévisé qui vont dire c'est très inquiétant, la République est en danger. En fait, ils s'en tapent totalement, ils font mine d'être inquiets de l'abstention, ils s'en foutent, il n'y a pas de quorum. Il n'y a pas de quorum, ils nous prennent pour des cons à nous faire croire qu'ils sont inquiets. Ils ne sont pas inquiets du tout, ils continuent à se goinfrer, le truc continue, le système continue. Donc l'abstention, ça ne sert à rien. Il faut écrire notre Constitution, il faut faire des ateliers constituants pour nous entraîner pour le prochain match. L'abstention et le vote, ça ne sert à rien. Donc ça passerait par une phase révolutionnaire. Oui, évidemment. Et alors, des révolutions, il y en a partout, tout le temps. Mais il s'agit juste d'éviter la violence, si on peut, autant que possible. C'est les contre-révolutionnaires qui feront la violence. C'est ceux qui vont perdre leurs privilèges qui vont être violents et tirer dans le tas. Le risque de violence existe surtout si les gens qui ont compris, qui aspirent à changer, sont peu nombreux et déterminés à ce que ça change. Ça va saigner. Si vous avez tout un corps social qui s'est contaminé parce que l'idée était bonne et qu'elle a trouvé le média, le vecteur, qui va bien, qui est contaminant, qui est contagieux, qui réveille les gens. Les gens, ça les réveille et ça leur donne envie de se donner du mal. Pas seulement de dire oui, c'est une bonne idée, mais de devenir contagieux, c'est-à-dire de devenir contaminant, c'est-à-dire de se mettre à faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire aller parler aux autres pour les réveiller, pour les rendre sensibles à ce sujet qui est une vraie solution. Une vraie solution, on n'a jamais eu ça. Une vraie solution pour arriver à écrire la démocratie, à instituer la démocratie, on n'a jamais eu ça. On s'en est toujours remis aux élus, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé l'advenue de la démocratie sous la plume
d'acteurs politiques professionnels qui sont par construction ennemis de la démocratie. Eux, ils veulent décider à la place des autres. Ils le font en bonne foi, je ne dis pas que c'est des crapus, en toute bonne foi, ils pensent qu'ils sont bien placés parce qu'ils en ont fait leur métier, qu'ils travaillent là-dessus beaucoup, ils sont bien placés pour améliorer le monde. Mais ces gens-là ne sont pas démocrates. Ils sont, disons, aristocrates dans le bon sens du terme. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs, vraiment les meilleurs pour le faire. Je pense qu'ils sont beaucoup plus oligarques et plutocrates au service des riches. Mais sans leur faire ce procès d'intention, même en les prenant de bonne foi, ils sont antidémocrates par construction. Quand ils sont pour l'élection, et notamment l'élection d'eux-mêmes, la démocratie n'arrivera jamais sous leur plume. Et donc, si nous n'y arrivons pas depuis des siècles, voire depuis des millénaires, c'est parce que nous n'avons jamais, en tant que corps social, en tant qu'humains, nous n'avons jamais entrepris d'écrire nous-mêmes la Constitution. Nous avons toujours démissionné du processus constituant. Démissionné parce qu'on n'a pas appris, et puis le moment de la conscience n'est pas venu. C'est un problème d'éducation et de conscience. Il faut arrêter de complexer, quoi. Voilà, on a été habitué à se résigner. En droit constit, on nous apprend les constitutions, c'est comme ça. Il faut élire l'Assemblée constituante. Et même quand on fait du droit, on apprend la soumission. C'est-à-dire quand on apprend le droit, on n'apprend pas à critiquer le droit, on apprend à le reproduire, on l'apprend bien par cœur, super dans tous les détails, on apprend bien. Et après ça, quand on l'enseigne comme on l'a appris pratiquement. Quelques variations près, mais epsilon. C'est compliqué de s'émanciper d'une éducation aussi asservissante. Nous sommes complexés. On a un complexe d'infériorité, on croit qu'on n'est pas capable. Et alors l'idée des ateliers, ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit qu'on est capable, on est tout à fait capable. C'est pas compliqué d'écrire une constitution. Ils disent que c'est compliqué parce qu'ils veulent l'écrire nous-mêmes, ils veulent nous tenir à l'écart. Je vous jure que c'est pas compliqué. Essayez, vous verrez. Ce qui est compliqué, c'est d'écrire une fausse constitution. C'est d'écrire une constitution qui a l'air d'une constitution, qui a l'air d'instituer une démocratie, et qui en fait est une fausse constitution, c'est une prison, et qui en fait institue l'impuissance des gens au lieu de leur puissance. Alors, trouver les mots qui ressemblent à la puissance populaire et qui en fait instituent l'impuissance, ah, ça c'est un art d'escroc. Oui, ça c'est compliqué, mais c'est pas ça. Écrire un soi-disant référendum d'initiative partagée, alors que nous n'avons pas d'initiative dans le référendum d'initiative partagée. Il n'y a pas d'initiative populaire. Tout est bordé par les élus, tout est verrouillé par les élus. Non, ça c'est un art d'écrire les choses comme ça. Et c'est compliqué, nous n'y arriverons pas rapidement. Mais c'est pas ça dont il est question. Il est question d'écrire une vraie constitution, et ça c'est simple. C'est simple. Il suffit de dire simplement ce qu'on veut. Selon vous, pourquoi ils ont fait passer cette loi maintenant? Ils ont peur des votes. Non, mais parce qu'ils voient bien que la méfiance des... Ils ont peur de l'abstention. Non, mais leur loi, elle ne change rien. Ah, je suis d'accord avec vous. Donc, le fait d'avoir fait passer, justement. Ouais, pour donner le change, c'est des escrocs ils savent que nous nous contentons, la plupart d'entre nous, alors pas vous et moi sans doute, mais la plupart des gens qui font pas de politique et qui sont recroquevillés dans leur individualisme, leur matérialisme, leur souci du quotidien, parce qu'on n'a pas assez d'argent, on a beaucoup de boulot, on est crevé quand on rentre et on n'a pas envie de s'occuper de l'intérêt général, on est crevé, quoi. Tous ces gens qui regardent la télé, qui les détronchent tous les jours, qui les conditionnent, sachant que ces gens-là se contentent des étiquettes, se contentent de l'étiquette socialiste pour avoir l'impression d'avoir été progressistes, alors sans vérifier que ceux qui s'appellent socialistes sont en fait d'extrême droite, c'est-à-dire au service des banquiers et des industriels, parce que c'est ça que ça veut dire extrême droite. Sinon, c'est pas opérationnel comme mot. Laisser détourner le mot extrême droite pour dire c'est les racistes, c'est déconnant. Quand on se bat contre le racisme est un problème gravissime. Le racisme est un problème anthropologique. Il faut éduquer nos enfants pour qu'ils comprennent que le racisme est une erreur, une folie dangereuse, cruelle, injuste. Ok, mais faire de la lutte, faire du racisme le marqueur de l'extrême droite, c'est juste n'importe quoi. C'est vraiment une muleta, c'est un leurre qui nous dévie. Quand on se bat contre le racisme, on ne se bat plus contre les banquiers, on ne se bat plus contre le capitalisme. Quand on se bat contre le racisme comme priorité absolue, centrale, on ne se bat plus contre le capitalisme. Donc
on a des tas de problèmes graves. Je dis pas que le racisme n'est pas un problème. Je dis que c'est un problème second. J'ai tout dit là. J'ai dit que c'est important. J'ai dit que c'est grave. Mais j'ai dit que le capitalisme et l'oppression capitaliste qui crée une rareté non nécessaire, artificielle, et qui nous rend méchants, qui nous rend aigres, qui nous rend... les gens qui ont du mal cherchent des boucs émissaires et cherchent l'étranger d'abord. Et ça, ce qui crée du racisme principalement, c'est la difficulté économique. Quand tout va bien, il y a moins de racisme. Quand on peut partager, il y a moins de racisme. Et ce serait beaucoup plus malin de se concentrer sur le capitalisme et de venir à bout des injustices sociales en les prenant à la racine, c'est-à-dire en retirant aux riches le moyen d'acheter le pouvoir politique qui est le faux suffrage universel dans une fausse république avec une fausse constitution, des faux citoyens qui ne sont qu'électeurs. Il faut remettre à l'endroit tous ces mots, c'est bien plus malin pour venir à bout des injustices sociales, de la pauvreté non nécessaire, de la misère et donc du racisme qui en est une conséquence. Merci à Stéphane Guyot et à Étienne Chouard pour leur contribution. Pour avoir plus d'informations sur le vote blanc, vous pouvez retrouver en lien le site partiduvoteblanc.fr. Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à un atelier constituant, vous pouvez contacter l'association Les Citoyens Constituants. Les prochains ateliers prévus en date sur Paris étant le 28 et 29 mars, avec la participation d'Étienne Chouard. Et sinon, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, notre site Facebook, YouTube ou Twitter. Merci de votre fidélité et à bientôt.